Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le dimanche 18 mai et aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de l'invité du Trendstalk. Olivier Mouton reçoit Cédric Legros et Pierre Bayard, CEO de Bistor. Même quelqu'un qui est là depuis 2 ans dans le secteur des batteries, on considère que c'est un ancien. Les parcs des batteries sont-ils la solution miracle permettant la transition énergétique? Évitera-t-on un blackout comme cela vient d'arriver dans la péninsule ibérique? Cédric Legros et Pierre Bayard, CEO de Bistor, sont les invités de Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Les deux CEO commencent par présenter leur entreprise. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Bistor est né en avril 2022, suite à la réalisation et au succès de notre premier projet, Historlux, dont on va certainement discuter tout à l'heure. Donc la fonction, on va dire, d'utilité de Bistor, c'est le développement de projets de stockage d'électricité par batterie. Et donc nos projets sont là ont la fonction première de stabiliser le réseau électrique. Parce qu'il faut savoir, et peut-être revenons à cet élément, le réseau électrique, il doit y avoir un équilibre permanent et instantané entre l'offre et la demande. Et donc pour ça, il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité pour pouvoir équilibrer ce réseau au cas où il y a des problèmes au niveau des erreurs de prévision ou des unités de production qui sont mises inopinément à l'arrêt. Le renouvelable prend de plus en plus de place, donc forcément Tout à fait. Une énergie intermittente. En fait, le renouvelable augmente les besoins en flexibilité de 2 manières. D'abord, ça rend la production flexible et non parfaitement prévisible à l'avance. Et en plus, comme c'est une unité à un coût marginal très faible, qui va vouloir tout le temps produire, un peu à l'instar du nucléaire, ça pousse les centrales à gaz en dehors du système. Donc d'un côté, on a une augmentation des besoins en flexibilité, et de l'autre, on a une diminution de l'offre en flexibilité. Et si on ne vient pas avec une alternative comme les batteries, on se retrouve à devoir utiliser des ressources en flexibilité qui sont très chères, comme soit payer des centrales à gaz pour qu'elles restent en fonctionnement, même si c'est pas... Ce qui est prévu aussi d'ailleurs dans le système. Tout à fait. Ouais. Soit payer des consommateurs pour qu'ils ne consomment pas, ou payer des producteurs pour qu'ils ne produisent pas. Et donc tout ça, ça constitue en fait à détruire de la valeur économique, et les batteries permettent d'éviter de détruire cette valeur économique et au contraire de contrôler les coûts de la transition énergétique. Donc nous, les solutions qu'on développe, ça permet vraiment de réduire les coûts de stabilisation du réseau qui au final sont répercutés sur la facture de tous les consommateurs. Je reviens sur votre histoire à tous les deux. Au départ, Bistor, c'est aussi une histoire qui est marquée par votre expérience antérieure et, si je ne m'abuse, aussi une amitié professionnelle. C'est quelque chose qui vous a lié quand le projet est né. Donc oui, effectivement, on s'est rencontrés avec Pierre en 2014, donc avant le premier projet Historlux. On gravitait tous les deux dans l'éolien offshore pour nos employeurs respectifs. Et à un moment, Pierre a quitté le monde de l'éolien offshore un peu avant moi pour effectivement participer au développement d'un projet de pompage-turbinage. À l'époque, les batteries n'étaient pas sous les feux de la rampe comme ça est devenu par après. Et moi, quand j'ai terminé ma mission pour les séries W au niveau de l'éolien offshore, Pierre, à l'époque, recherchait également un co-développeur pour ce projet Historlux, et on va dire la nouvelle mouture du projet qui était le développement de ce projet de batterie, 10 MW, 2 heures de stockage. Et effectivement, là, c'est là qu'est née cette amitié professionnelle. Et donc on a atteint... Vous comprenez bien. C'est-à-dire, parfois c'est un peu étonnant parce qu'on a souvent une vue très différente des choses, mais je pense qu'on partage les mêmes fondamentaux dès qu'il s'agit de valeurs ou d'éthique. Et c'est ce qui nous permet, je pense, d'abord d'accepter... d'abord, je pense qu'on a chacun beaucoup de crédit par rapport à l'autre et beaucoup d'estime par rapport à l'autre, donc on s'écoute. Et puis le fait qu'on partage les mêmes fondamentaux, ça nous permet d'arriver toujours à trouver une situation. Et je pense que, même si tout ça s'est fait très naturellement, le fait qu'on soit complémentaires, c'est vraiment comme les 2 jambes de Bistor et qui nous permet d'avancer. Et est-ce que vous êtes dit, le moment de lancer cette activité, c'était de se dire, en fait, les batteries, parce que on sait de cette question du stockage, de la réponse notamment au caractère intermittent de certaines énergies, etc. C'est une vraie question cruciale qui se pose depuis des années. Est-ce que c'était un moment où la technologie, l'opportunité étaient présentes? Alors, donc nous, on a commencé à développer ce premier projet à l'été 2018. C'est clair qu'à l'époque, ce n'était pas réellement le cas. On faisait partie
d'un certain nombre de personnes, mais quand même peu de personnes à y croire. À y croire, ouais. Par contre, nous, on était convaincus avec Pierre du besoin d'apport de flexibilité au sein du système C'est ça, ouais. pour faciliter et accélérer la transition énergétique. Parce que développer du renouvelable, c'est très bien, mais il y a une très grosse demande au niveau de l'électrification des différents secteurs. Et effectivement, aussi des objectifs climatiques à rencontrer. Donc le développement du renouvelable est extrêmement important, c'est clair. Mais derrière, nous, il faut pouvoir aussi qu'on aide le système à accueillir ces unités de production renouvelable. D'où il était important, on va dire, de développer ces capacités flexibles et surtout de fournir des alternatives aux capacités flexibles existantes qui étaient essentiellement délivrées par les centrales thermiques et les centrales à gaz. Clairement, nous, nos projets, les projets de batterie, quand on fournit la flexibilité avec ce type de projet, on peut la fournir à moindre coût, comme l'a dit mon associé Pierre, mais également de manière techniquement plus efficace. Démarrer une batterie, ça se fait dans la seconde. On peut directement apporter la capacité flexible nécessaire et évidemment bien meilleur d'un point de vue environnemental également. Alors, oui. Oui, et en fait, pour répondre aussi à votre question, on a regardé de manière technologiquement agnostique à ce qui pourrait remplir ces besoins en flexibilité. C'est pour ça qu'on a d'abord regardé le pompage, turbinage, et au départ, les batteries, on n'a pas anticipé que ça deviendrait le boom que c'est devenu, parce que quand on a commencé à les regarder à l'horizon 2016, elles avaient des grosses faiblesses technologiques, c'était la durée de vie. On pouvait faire que quelques cycles. Et donc on s'est dit, en fait, les batteries, ce ne sera jamais the big thing. Et après, voilà, un peu comme tous les convertis, on a un peu la conviction des convertis après coup. Et ici, voilà, on voit que c'est quand même une technologie, comme Cédric l'a dit, par sa vitesse, par le fait que c'est 100% dédié à la fourniture de flexibilité, c'est vraiment le couteau suisse qui peut résoudre toute une série de problèmes. Et donc là, maintenant, on est vraiment convaincu que c'est une technologie qui est amenée à connaître un avenir vraiment un développement très très important. On le voit dans d'autres pays. Une fois que le développement s'amorce, ça continue. D'autant plus qu'on est dans un contexte où on n'a pas besoin d'un mécanisme de subside comme le photovoltaïque ou l'éolien, donc on ne risque pas d'avoir ce stop and go de quand on dépend vraiment de politiques de financement public. Et nous, on a aussi la conviction qu'un peu par la force des choses, on se trouve au bon endroit au bon moment, en ayant capitalisé sur toute une expérience qui nous permet maintenant pas seulement d'accompagner ce développement, mais vraiment de jouer une part prenante dans le fait de s'assurer que la Belgique va avoir suffisamment de capacités flexibles pour maîtriser ses coûts de stabilisation du réseau. Alors pour le moment, vous avez 3 projets qui sont annoncés. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc on a notre premier projet qui a été mis en exploitation en décembre 2021. Donc lui, le plus petit des 3, 10 MW, 2 heures de stockage. Et également, on a débuté la construction de 2 autres projets. Un projet de 50 MW à la Louvière, toujours 2 heures de stockage. On a débuté la construction en octobre. Et on vient de débuter la construction du dernier projet qu'on a mis en construction, donc 100 MW, toujours 2 heures du stockage en province du Luxembourg à Aumange. Pour le moment, c'est en Wallonie exclusivement. Pour le moment, c'est en Wallonie exclusivement. On a également un portefeuille de projets en développement pour environ 1,5 giga. Donc 10 fois ce qu'on a en portefeuille au niveau de l'exploitation de la construction. Et là, c'est réparti entre la Wallonie et la région flamande, mais c'est vrai essentiellement en Wallonie encore. Et ça veut dire que quand on dit ça, donc effectivement, le premier projet était un peu, j'imagine, une manière de tester, ou en tout cas d'amorcer la pompe, pour le dire comme ça. Mais ça veut dire que le potentiel est énorme, à la fois dans les projets, mais aussi dans les possibilités à l'avenir. Oui, le potentiel est énorme, rien qu'au niveau du système belge. Et en plus, le système belge est très bien interconnecté avec les pays avoisinants. Donc, à l'échelle européenne, les besoins sont réellement énormes. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Parce que j'imagine qu'il y a une planification qui est nécessaire. On sait que tous les investissements en matière d'énergie, c'est toujours important. Ça veut dire que vous avez déjà un portefeuille qui est prévu, quoi. On a effectivement le portefeuille, donc les 1,5 gigas. Ouais. L'objectif, c'est d'arriver, on va dire, à boucler son financement dans une période de 6 ans. 5 à 6 ans. On sait évidemment que dans le développement de projets, très certainement au niveau des infrastructures énergétiques, on peut aussi prendre du retard. Mais effectivement, tout ça est planifié et tient compte des besoins qui sont annoncés tant par Elia, qui gère le système de transmission ici en Belgique, que d'autres acteurs au niveau européen. Ça, c'est une clé, le fait de pouvoir
tenir compte des LIA, d'être en phase avec le réseau, c'est aussi une des clés de votre développement? Une des clés, oui, c'est-à-dire que c'est ça qui dicte le tempo, ouais. C'est un peu la vitesse à laquelle on peut avoir des raccordements chez Elia, et il y a des arbitrages à faire, puisque les demandes de raccordement, que ce soit en production, que ce soit en stockage, que ce soit en consommation, sont considérables. Sont énormes, tout à fait. Donc même nous, je dirais que c'est un peu l'avantage qu'on a d'avoir été là depuis longtemps, c'est qu'on a pu, en fait, grâce au fait, donc il y a eu le premier projet à Bastogne, et puis le deuxième projet qui devait suivre Bastogne s'est cassé la figure. Et du coup, ça nous a fait prendre conscience que quelque chose qui est une évidence pour tout le monde qui est dans le développement, c'est que tu n'amènes pas à terme 100% de tes leads de développement. Et donc, c'est sur base de ce constat d'échec qu'on s'est dit, voilà, on ne peut pas développer des projets en série pour prendre une analogie électrique, mais on doit faire des projets en parallèle, parce que sinon, une fois qu'un projet se casse la figure, tu dois tout reprendre à zéro. Et donc là, ça nous a permis, je dirais, de sécuriser, un peu comme au Monopoly, des droits de raccordement au réseau et les terrains qui vont avec, qui nous permettent de voir l'avenir de manière très sereine, malgré ces contraintes, mais qu'il y a vraiment un goulot d'étranglement dans les capacités du gestionnaire des réseaux à raccorder tous les gens qui le souhaitent. Je reviens justement sur l'essence et l'importance de ce que vous faites. On a connu un blackout en Espagne il y a peu. Alors on n'en connaît pas encore les causes profondes, ou en tout cas les vraies causes, mais ça met quand même le doigt sur l'importance justement de la stabilisation du réseau, non ? Oui, définitivement. Ça, et également le renforcement du réseau électrique. On peut voir effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, sont les deux éléments qui sont importants. On parle d'une électrification et d'une demande qui va s'accentuer dans le futur, et tout cela ne pourra être fait qu'avec deux gros éléments. C'est le renforcement du réseau électrique. Et clairement, on a la chance ici, au niveau belge, qu'Elia il travaille d'une belle manière, mais également l'apport de capacités flexibles pour stabiliser le réseau. Ouais, c'est ça, c'est à la fois les milliards qui sont annoncés, parce qu'on parle de milliards investis par Elia pour renforcer le réseau, et puis alors il y a votre rapport, et tout ça doit aller en parallèle, en fait, c'est ça. Oui, et là, les batteries, de nouveau, elles facilitent vraiment de résoudre ces grands défis. C'était le défi de la flexibilité. On l'oublie, on ne se rend pas compte, mais pendant toute l'histoire du système électrique, la flexibilité est venue quasi de manière gratuite. C'est-à-dire que la centrale à gaz qui fournissait ce qu'on appelle le mégawattheure marginal était suffisamment flexible pour produire un peu plus, un peu moins en fonction des besoins. Maintenant que ce n'est plus possible pour cette unité-là, on va devoir payer pour ce service. Et donc les batteries permettent de payer ce service à moindre coût. Et l'autre élément, c'est le renforcement du réseau. Et là aussi, les batteries, par leur flexibilité, elles permettent aussi de soulager des congestions locales pendant des durées limitées. Donc les batteries sont plus de nature à faciliter ce développement qu'à le rendre complexe. Quand je vous ai vu sourire quand je parlais de l'Espagne, sourire, on s'entend, mais vous analysez ça comment? Vous vous êtes dit, c'est écrit, en fait, des moments comme ceux-là Alors, écrit, on ne sait pas. Non, en tout cas, c'est clair que le risque devient de plus en plus important, oui. Ça n'est pas le sera de plus en plus avec l'électrification. Ça n'est pas arrivé d'ailleurs qu'en Espagne. Il y a eu certains éléments aussi au Royaume-Uni, il y a quelques années, qui démontrent justement l'utilité de l'apport de ces capacités flexibles. On sait que les Pays-Bas, on dit souvent que les Pays-Bas sont souvent à la limite aussi de... Alors après, il y a des spécificités au niveau de la plaque de cuivre européenne, parce qu'effectivement on parle souvent de plaque de cuivre, parce que le réseau électrique européen est assez maillé, et donc même si il y a cette plaque de cuivre, les pays ont des spécificités propres. Par exemple, on prend le cas de la Belgique, c'est clair que la Belgique est beaucoup mieux interconnectée que la péninsule ibérique, le Portugal et l'Espagne. On n'est pas au bout de course, clairement. On est au milieu. Donc c'est clair que ce qui s'est passé en Espagne, et si on partage l'opinion des experts du secteur, ça a peu de chances de se produire ici en Belgique, vu les interconnexions à disposition, c'est clair. Par contre, voilà, le risque au niveau global, au niveau du système européen, de voir des événements tels qu'ils sont produits en Espagne, n'est pas nul. Et c'est clair qu'il faut renforcer le réseau électrique, il faut investir ces milliards, mais il faut aussi investir dans des capacités flexibles telles que les nôtres,
comme l'a dit mon associé, parce que ces capacités vont également aider à soulager le réseau. C'est vraiment, il faut voir ces actifs comme une partie de la solution et non pas une partie du problème, en fait. Et en fait, en Espagne, chacun essaie de l'interpréter un peu pour alimenter sa boutique, mais en fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Non. Mais par contre, comme Cédric disait, il y a un précédent au Royaume-Uni. Donc en 2019, il y a eu un blackout dans une situation où la quasi-entièreté de la demande était rencontrée par de l'éolien. C'était en période de tempête et il n'y avait que 2 centrales à gaz que le gestionnaire de réseau payait pour stabiliser le réseau. Et puis, la tempête a endommagé la ligne de transmission vers une de ces 2 centrales. Et donc, il n'y avait plus qu'une seule centrale pour stabiliser le réseau. Et donc là, le réseau s'est écroulé, pas à cause d'un grand déséquilibre, qu'il y avait trop de production ou pas assez de production renouvelable, mais simplement à cause d'incapacité à maintenir la fréquence dans les bandes d'opération, tant des moyens de production que des moyens de consommation. Et dès qu'on sort de ces bandes, les unités de production et de consommation commencent à se déconnecter du système et du coup, ça devient ingérable, tout s'écroule et il faut tout reconstruire. Donc on ne sait pas du tout si c'est ça ce qui s'est passé en Espagne. Maintenant, c'est clair que n'importe quel système est plus robuste, comme le disait Cédric, s'il est interconnecté et s'il a des capacités flexibles. Mais par contre, c'est vrai que c'est un défi qui est identifié par tous les gestionnaires de réseau, c'est la disparition de l'inertie et comment on fait des centrales thermiques et comment on fait pour les remplacer. Idéalement, ça veut dire que dans votre modèle, il faudrait multiplier les parcs de batteries. Je veux dire, dans l'idée de stabiliser et de l'électrification qui deviendra de plus en plus importante. Oui, évidemment, il faut cet apport de flexibilité sur le réseau. Alors, on le voit, Elia, en tant que gestionnaire de réseau, annonce plusieurs gigawatts de besoins en flexibilité, ce qu'on appelle flexibilité rapide, donc vraiment là où la batterie a son meilleur rôle à jouer, mais également les responsables de périmètre d'équilibre, donc généralement les gros fournisseurs d'électricité, ont également en plus besoin de capacités flexibles pour gérer leur portefeuille. Et ça, chaque gestionnaire de réseau au niveau européen fait le même constat. Et chaque gros fournisseur qui doit gérer son portefeuille fait également le même constat. Donc, comme l'a dit tout à l'heure mon associé, le besoin en termes de capacité flexible est énorme, il est gigantesque. Donc, pour répondre clairement à la question, oui, on a besoin d'un apport de flexibilité important pour justement accélérer et faciliter la pénétration de l'énergie renouvelable dans le mix électrique. Et c'est un optimum économique qui va se faire tout seul. C'est-à-dire que dès le moment où le système commence à devoir, comme je dis, n'arrive pas à absorber du renouvelable ou à l'inverse doit couper de la consommation, dès qu'on commence à faire ça de manière quotidienne, il y a une place économique qui se crée automatiquement pour une batterie. En fait. Vous avez parlé tout à l'heure de valeur, ça veut dire que dans la démarche que vous faites, il y a une conviction aussi climatique, une volonté de contribuer aux enjeux majeurs de notre époque, ça fait partie de... Oui, clairement. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que Pierre et moi, vous êtes lancé, qu'on s'est lancé et qu'on a lancé Bistor. Il y a notre volonté d'apporter notre pierre à l'édifice à notre petite échelle, mais clairement de contribuer à ces enjeux climatiques et à la transition énergétique. Parce que vous en étiez préoccupé depuis toujours, ou bien qu'il y a eu une prise de conscience la prise de conscience, je pense qu'elle vient... Moi d'abord, j'ai été personnellement attiré par le marché de l'énergie. Enfin, j'ai 20 ans de carrière et j'ai fait quasi l'essentiel de ma carrière dans le secteur de l'énergie. Mais après, c'est clair que on grandit avec ça, au sein des différentes structures pour lesquelles on est amené à travailler. Et puis, effectivement, après, il y a une certaine vision du secteur et on se dit oui, on voit aussi à notre petit niveau ce qu'il y a peut-être moyen de faire et la vision dans laquelle on veut se projeter. On veut projeter, on va dire... Une volonté d'indépendance aussi. Volonté d'indépendance. C'est autre chose, d'indépendance et d'entrepreneuriat. J'imagine que... Oui, mais ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça ce qui nous a poussé, Pierre et moi, on va dire, à convaincre nos employeurs de devenir nos actionnaires. C'est ça. Je pense que il y avait cette volonté d'entrepreneuriat et cette volonté aussi de poursuivre. On s'est clairement intégré dans l'ADN de nos actionnaires. Parce que les 3 actionnaires principaux de Bistor, que ce soit Ackermans Van Aren, Wallonie Entreprendre et Bruno van der Skuren, partagent ce caractère pionnier. Ackermans Van Aren et Wallonie Entreprendre l'ont joué dans le secteur du développement de l'éolien offshore en Belgique et étaient désireux de le poursuivre au niveau de la transition énergétique. Et c'est la même chose pour Bruno, qui a développé et monté le premier fournisseur d'électricité et de gaz indépendant en Belgique. Il y a ce caractère effectivement entrepreneurial et pionnier dans lequel on s'est reconnu avec Pierre, mais également pour apporter, on va dire, notre petite pierre à l'édifice dans la transition énergétique et dans
essayer de solutionner ces enjeux climatiques. Il y a un côté pionnier, vraiment. Enfin, vous le ressentez dans le fait de construire from scratch quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Oui, on se rend compte. Après, on reste très conscient de limites et de l'impact qu'on a, qui est positif, mais on n'est pas non plus en train n'a ni la prétention ni la conviction de sauver le monde. Mais c'est clair que ce qu'on fait a du sens. Dans ceux qui sauvent le monde. Enfin, a du sens technologiquement, et on se rend compte, oui, qu'on est les pionniers, parce que c'est un secteur qui est vraiment très émergent, donc. Même quelqu'un qui est là depuis 2 ans dans le secteur des batteries, on considère que c'est un ancien. Alors nous, vu qu'on y est depuis 2016, voilà, c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on nous regarde. C'est pas quelque chose dont on a vraiment conscience ou qu'on a cherché à créer, mais voilà, par la force des choses, on était là au bon endroit et au bon moment, ce qui fait qu'on a capitalisé une expérience que peu d'autres acteurs ont, mais dont on n'est pas non plus avare pour la partager. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on se dit à un moment... on est des pionniers, on est convaincus de la technologie et de l'apport qu'on peut avoir. Je vais faire une référence qui vaut ce qu'elle vaut. On parle beaucoup de l'hydrogène vert pour le moment, dont on sait qu'en Europe, en tout cas, c'est plus compliqué pour le moment à voir le modèle tel qu'il est. Ça participe un peu à la même chose aussi, cette volonté de stocker ou non. La différence, et c'est peut-être là où je voulais rebondir et compléter ce que Pierre disait, c'est le caractère soutenable. C'est-à-dire, nous, on développe des projets, on n'a pas besoin de subsides. En fait, ce sont des projets qu'on peut développer parce qu'il y a une réelle... Grâce à vos actionnaires ou bien pas? Non, parce qu'il y a une réelle profitabilité. Nos actionnaires n'investiraient pas si les projets n'étaient pas rentables. Donc il y a une réelle rentabilité à aller chercher sur le marché en lui-même. En fait, donc ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que ça permet, nos projets permettent de réduire le coût pour la société, en fait. Parce que quand on met un mécanisme de subside en place, ça coûte à la société. Et là, clairement, nous, c'est ce qu'on évite. On n'a pas besoin de subsides. Il y a de la place sur le marché, sur les différents marchés, de la flexibilité. Il y a aussi l'électricité ou pas du tout? Il n'y a pas de lien avec ça. Le fait que c'est toujours la dernier élément de production qui est pris en compte pour le prix, ça n'intervient pas. On est vraiment sur un marché très fort de niche. Mais ici, je pense que ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que au départ, on vient d'un secteur qui est extrêmement subsidié, c'est-à-dire que l'éolien offshore. Et on a essayé de répliquer ces recettes sur le stockage, avec des gros projets d'infrastructure type pumped hydro, qui n'auraient pas pu se faire sans garantie publique. Et puis on se dit, OK, les temps ont changé, on a pris notre bâton de pèlerin, fait le tour des cabinets pour voir s'il y avait une volonté de subsidier ce genre d'infrastructure. La réponse était non, sans aucune ambiguïté. Et donc voilà, on a dû commencer à chercher la manière... Pas seulement, c'est pas un truc pour boursicoter sur les bourses de l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui apporte une valeur, et cette valeur est supérieure au coût total d'ownership de nos actifs. Et ça, c'est un mindset dans lequel on a dû se mettre à cause de l'absence de subsides. Et ça, on l'a développé avec un ADN de pionnier qui a aussi été forgé dans le contexte de la fourniture d'électricité pour Bruno, mais aussi de l'éolien offshore, c'est-à-dire que nos actionnaires et nos anciens patrons ont été vraiment parmi les pionniers de l'éolien offshore, qui ont décidé d'aller mettre des éoliennes à 30 km des côtes, par 40 mètres de fond, à un moment où tout le monde se disait c'est soit stupide, soit fou, soit les deux. Et finalement, ils ont réussi le premier parc, comme rôle de pionniers, et derrière, ils ont réussi à augmenter la taille de ces projets pour vraiment contribuer à la Belgique, contribuer à ce que la Belgique rencontre ses objectifs climatiques. Et nous, on force est de constater, parce que ce n'est pas le résultat des stratégies, qu'on fait la même chose au niveau des batteries. On a démontré parmi les premiers que c'était possible, avec des recettes de financement qui sont aussi applicables à des méga-projets, même si notre premier projet faisait 10 MW. Et maintenant, on démontre qu'on est aussi capable de permettre à la Belgique d'avoir les capacités flexibles dont elle a besoin pour stabiliser son réseau à coût moindre. Ça permettra peut-être de réussir la transition énergétique. Enfin, on sait qu'on est face à une révolution majeure. Enfin, on est dedans, mais c'est grâce à des innovations comme celle-là. Oui, alors maintenant, il faut rester modeste. Ça ne solutionnera pas tous les problèmes. Maintenant, effectivement, ça y contribue. Et ça y contribue, c'est vrai, fortement. Et même si ça ne solutionnera pas tous les problèmes et qu'il faut rester modeste, on en est bien conscient, mais il ne faut pas non plus bouder notre plaisir. Et je pense que voilà, on a aussi démontré, on a démontré ce premier projet de petite taille. Pourquoi ? Parce que voilà, ça demandait un volume d'investissement aussi moins important. Donc c'est un peu plus facile de convaincre. Mais là maintenant, on vient de démontrer au cours des derniers mois, on a réussi à faire 15 fois ce qu'on a fait avec le petit projet. En termes de capacité. Et là, voilà, on démontre, on peut convaincre
des acteurs importants que ces projets sont finançables et sont rentables, en fait. Et comme l'a dit Pierre, ça vient aussi du fait que le premier projet, on l'a développé dès le jour zéro, dans l'optique de le répliquer à très grande échelle, Oui, voilà. en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une façon d'un peu amorcer la pompe. Mais c'est indéniable que ça fait partie, que c'est indispensable pour réussir la transition énergétique. Parce que beaucoup de gens se posent la question de la transition énergétique en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a pas assez de renouvelables ?» Mais en réalité, la question qui se pose de manière de plus en plus urgente, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand le renouvelable couvre, par période de plus en plus longue, à midi, puis pendant plusieurs heures, etc., l'ensemble de la demande, et qu'on a soit des capacités comme celles qu'on développe à disposition, soit on les a pas, et alors on doit refuser le renouvelable pour faire tourner des centrales à gaz, pour être capable de stabiliser le réseau. Donc les solutions qu'on développe permettent pas de faire un monde 100% renouvelable pendant toute l'année, mais au moins que pendant les périodes où le renouvelable est capable de couvrir l'ensemble de la demande, on puisse ne pas être obligé de faire tourner du fossile simplement pour stabiliser le réseau. Donc ça, c'est notre petite pierre, notre petite contribution à l'édifice de la transition énergétique. Et est-ce que vous dites, parfois, on est dans une époque évidemment tourmentée économiquement, géopolitiquement, etc. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la politique de Trump, mais par contre, est-ce que vous dites parfois, on sent qu'il y a un peu des retours en arrière possibles, quoi, et que nous, on vient avec quelque chose, vous l'avez dit, qui ne demande pas de subsides, qui est potentiellement rentable, donc qui est une réponse flexible à cette époque, non ? Alors, c'est clair que c'est un de nos avantages, parce qu'effectivement, dans les temps, on va dire, un peu plus compliqués qu'on peut connaître, c'est clair que les mécanismes de subsides vont et seront soumis à rude épreuve. Nous, clairement, c'est un de nos avantages. Et donc, nous, on peut garder le tempo sur nos développements et sur notre croissance. Voilà, donc ça c'est clair et c'est un des gros avantages de Bistor et des projets que Bistor développe. Quel est l'horizon que vous fixez ? Enfin, je veux dire, vous avez dit déjà votre portefeuille Est-ce que vous dites on peut sortir de Belgique, on a un potentiel Là, vous êtes encore une petite équipe pour le moment. Oui, on a une petite équipe et c'est vrai que l'horizon, il y a tellement à faire que l'horizon c'est d'abord le prochain projet, les 2, 3, 4 prochains projets. Et puis à long terme, c'est clair qu'il y a deux pistes de diversification qu'on est en train d'investiguer. La première, c'est la diversification géographique et l'autre, c'est la diversification. Pour l'instant, on développe des gros projets directement raccordés au réseau. Et là, c'est pour revenir un peu sur votre question par rapport aux ambitions énergétiques. L'autre piste, c'est à partir du moment où les entreprises vont de plus en plus s'électrifier et chercher à produire localement de l'énergie ou l'acheter via des corporate PPAs à une énergie renouvelable, là, on voit aussi à terme un gros marché s'ouvrir pour des installations qui sont là directement raccordées aux installations des gros consommateurs. Donc ça pourrait, par exemple, être un appui, je sais pas moi, au port d'Anvers, à la région liégeoise où il y a des industries, tout ça. Bien sûr, soit pour renforcer le réseau, soit parce qu'une entreprise aurait des ambitions vraiment de couvrir une grande partie de sa consommation avec de l'énergie produite localement, de l'électricité produite localement ou achetée en direct à des parcs éoliens ou solaires. Et là, ils ont d'office besoin d'une batterie. Ça peut aussi les aider, comme on dit, le réseau est contraint, ça peut aider une entreprise à développer un projet sans attendre, avec son raccordement actuel, parce que ça peut renforcer le réseau. Donc on pourrait venir vous voir en disant, voilà, on est dans tel contexte et vous pouvez peut-être nous aider dans... C'est effectivement, on a déjà été contacté à plusieurs reprises. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé, on va dire, le business model qui fonctionne pour tout le monde, d'une part pour l'industriel, mais également pour nous en tant que développeurs de projet. Mais comme l'a dit Pierre, on regarde ça attentivement. On a ça, on va dire, sous monitoring, comme on le dit pour reprendre un terme anglophone, et voir, parce qu'effectivement, quand le marché va démarrer, ça va démarrer assez vite, et il va falloir être sur la balle, comme on le dit. Donc, Et là, pour ces acteurs-là, pouvoir faire appel à un acteur comme nous qui a un track record, qui sait de quoi il parle, qui a accès aux fournisseurs de batteries, qui sont vraiment ceux qui fournissent de la qualité et pas vraiment des choses très bon marché dont la qualité est peut-être plus questionnable. Là, on est sûr qu'on aura de très bonnes cartes à jouer pour fournir ce genre de service à ce genre d'acteurs-là. On se donne rendez-vous, vous nous tiendrez au courant. Bistor est une entreprise wallonne remplie de promesses et à suivre dans le futur. Elle pourrait devenir une actrice majeure de la transition écologique. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Demain,
Olivier Mouton recevra Philippe Ledan, économiste chez ING, pour discuter des 100 premiers jours du Premier ministre Bart De Wever. À demain!